Merci, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel ne nous a pas fixé de programme, il ne nous a pas donné n'a pas déterminé lui-même le thème de nos interventions. Vous allez voir que par un hasard qui n'en est pas tout à fait ma présentation va reprendre un certain nombre de thématiques, à la fois de l'intervention de Yanis à l'instant, aussi je pense de choses qu'a dites Corinne Pelluchon, et très probablement également de choses que va reprendre Eric Fiat juste après moi. Donc, mais je vais essayer, peut-être forcer un tout petit peu la contradiction de temps en temps pour montrer des points de discussion possibles. Mon exposé s'intitule « Tous autonomes, tous vulnérables ?» point d'interrogation. Et je vais essayer de ne pas faire un exposé magistral. Vous allez voir de toute façon que autant le début de mon propos est ferme, autant la fin est l'état actuel d'une réflexion. Et vous verrez qu'il reste encore, plus que de la peinture à mettre au mur, il manque encore certaines pièces à l'édifice. Tous autonomes, tous vulnérables, point d'interrogation. Je vais commencer par la première partie de l'expression, tous autonomes. Vous pouvez entendre cette formule de manière descriptive ou prescriptive. Et on l'entend spontanément de manière prescriptive, tous autonomes, avec un point d'exclamation. Autrement dit, c'est un appel à la liberté, une revendication de liberté. Et ça repose, la plupart du temps, en tout cas quand c'est une élaboration philosophique, sur un tous autonome sans point d'exclamation, sur une conception de l'anthropologie humaine sur laquelle ça se fonde. Alors, tous autonomes, ce n'est pas nécessairement de la philosophie. Yanis vient de vous montrer qu'il y a un certain individualisme contemporain, un certain cynisme contemporain, un certain égoïsme contemporain qui représente une forme d'autonomie qui n'est pas une autonomie philosophique, qui est rarement thématisée comme telle par peu d'auteurs philosophes, mais vous pouvez le prendre dans un sens commun, tous autonomes, comme on a le droit de vivre la vie qu'on souhaite mener, de s'accomplir individuellement, et donc tous autonomes, avec un point d'exclamation, c'est « je veux être indépendant, je veux être souverain, je ne veux pas qu'on fasse ingérence dans ma vie de manière inopinée ». Donc c'est un objectif de vie, et ces traductions philosophiques, alors là elles sont plus élaborées, ça dépasse évidemment ces revendications personnelles. Vous en trouvez chez des auteurs aussi différents que John Stuart Mill, Kant, Rawls, Ricoeur. On pourrait aussi aller chercher des choses comme ça chez Platon et Spinoza. Vous avez reconnu la grande tradition philosophique à la fois rationaliste et libérale au sens moral, c'est-à-dire favorable à la liberté de l'individu, à l'autonomie de l'individu, et une autonomie conçue comme reposant sur un exercice de la raison. Un très bel exemple de ça, chez Emmanuel Kant, c'est un texte qu'on ne cite pas souvent quand on parle d'autonomie chez Kant, c'est dans l'opuscule « Qu'est-ce que les Lumières ?», où Kant définit l'esprit des Lumières, la philosophie des Lumières, par une expression latine « sapere aude », ose te servir de ta raison, ose te servir de ton entendement. N'en reste pas aux croyances, n'en reste pas aux idées reçues. Fais-toi ton propre jugement. C'est ça, tous autonomes, dans cette tradition-là. Vous avez aussi Rousseau, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Donc, c'est une revendication de liberté ou d'autonomie associée aux Lumières et donc à une certaine rationalité. Et c'est souvent de cette rationalité-là qu'on fait dépendre ce qu'on appelle la dignité, notamment chez Kant. Autrement dit, la possession de cette autonomie ou le fait de devenir autonome en ce sens, c'est une des conditions du respect. Un grand principe de philosophie morale qu'on trouve dans un texte à propos de la recherche biomédicale, mais qu'on peut appliquer de manière générale, résume cette intuition, c'est la formule suivante. Les êtres capables d'autonomie doivent être traités comme des agents autonomes. Les êtres dont l'autonomie est réduite doivent être protégés. Tous autonomes avec un point d'exclamation, c'est ça.
Les êtres capables d'autonomie doivent être traités comme des agents autonomes. Les êtres dont l'autonomie est réduite doivent être protégés. Autrement dit, dans toute cette tradition philosophique-là, la vulnérabilité, le besoin de protection, elle est définie comme une capacité d'autonomie réduite et elle concerne une partie relativement infime de la population. C'est pour ça qu'on dit tous autonomes. Il s'agit de faire en sorte que les personnes dont l'autonomie est réduite soient le moins nombreuses possible. Autrement dit, la vulnérabilité, c'est comme une espèce de résidu. Il y a certaines personnes qui sont incapables d'autonomie ou d'une autonomie suffisante, mais c'est lié à des périodes bien déterminées de la vie, on cite en général la petite enfance et le très grand âge, ou à des modalités particulières de l'existence comme la maladie et le handicap. Mais dans tous les cas, la vulnérabilité, en ce sens-là, elle est conçue comme un état qui est voué à être dépassé, comme l'enfance, combattu, comme la maladie, ou socialement compensé, comme le handicap. Donc, dans cette tradition-là, respect, dignité, autonomie, rationalité, la recherche du consentement est fondamentale. Il faut un consentement libre, comme dirait John Stuart Mill, pas d'influence abusive des tiers, et un consentement éclairé, comme dirait Emmanuel Kant. La volonté ne fonctionne pas tout seul, elle est éclairée par la raison. Vous pouvez, quand vous vous situez dans cette tradition-là, avoir des critères plus ou moins importants, plus ou moins exigeants pour reconnaître ou non quelqu'un comme capable d'autonomie ou comme devant faire l'objet d'une protection. Dans les pays de tradition anglo-saxonne, on considère que pour reconnaître quelqu'un comme capable d'autonomie, il suffit que des critères minimaux soient remplis. En gros, qu'il ou elle comprenne la nature et les conséquences de la décision qui est à prendre. Il prend une décision qui me semble mauvaise. S'il a la capacité de comprendre la nature et les conséquences de la décision qu'il est en train de prendre, je n'ai pas à me mêler, je n'ai pas de légitimité à m'en mêler. Dans les traditions continentales, même si on est aussi autonomiste, on est autonomiste d'une façon un peu différente et on exige un peu plus. On exige que la décision apparaissent un peu réfléchis. C'est pour ça que pour les grandes décisions, par exemple pour le don d'organes, on laisse un temps de réflexion, on impose un temps de réflexion. Il faut que ce soit réfléchi, voire dans certains cas que ça apparaisse comme un peu raisonnable. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que je mets des auteurs et des traditions assez différentes. Ce qui m'importe, c'est l'efficacité pratique de cette conception. C'est-à-dire que quand vous avez devant vous un individu dont la capacité vous semble incertaine, la capacité à prendre une décision vous semble incertaine, la règle dans cette tradition, c'est de le présumer compétent. Il y a une présomption de compétence. On ne remet, le point de départ, c'est qu'on admet qu'il peut l'apprendre. C'est à nous de nous assurer que les incertitudes qu'on a sur sa capacité sont fondées. Il y a un grand texte de loi anglais qui s'appelle le Mental Capacity Act. Le Mental Capacity Act porte sur ce que les anglo-saxons appellent la capacité mentale. Ils disent aussi longtemps qu'une personne est capable de prendre des décisions, c'est-à-dire de comprendre la nature et les conséquences de la décision qu'elle prend, c'est à elle de décider. Et ce n'est que si elle est incapable de décider qu'on va appliquer un autre modèle décisionnel. On prendra la décision en fonction de ce qu'on estime être son intérêt. Mais vous voyez que c'est une exception, cette situation. La règle, c'est la recherche du consentement, de l'adhésion, du libre choix par la personne. Donc, dans cette tradition aussi, vous voyez que la vulnérabilité est quasiment définie comme le contraire de l'autonomie ou de la capacité d'autonomie. Elle est définie comme un besoin ou comme un droit à la protection. Et donc ces deux notions, vulnérabilité et autonomie, sont très liées à la notion de capacité ou d'incapacité. L'intérêt de cette conception, à mon sens, c'est son caractère libéral, pas libéral au sens économique, mais au sens moral,
parce qu'elle repose sur l'idée qu'un minimum d'individus dans une société devrait être considéré comme incapable d'autonomie. Il faut prendre garde à ne pas mettre des critères trop exigeants pour reconnaître quelqu'un capable d'autonomie, parce qu'à partir du moment où vous mettez en doute ses capacités, ça veut dire que quelqu'un d'autre va prendre la décision à sa place, que ce soit quelqu'un qui a été désigné par un juge ou que ce soit de manière informelle quelqu'un de sa famille. Donc ça veut dire que ce jugement sur la capacité d'autrui à se déterminer par lui-même, il est crucial parce que sa liberté d'agir en dépend. La limite de cette position, c'est que ça induit potentiellement une vision ségrégative, ou en tout cas des attitudes potentiellement discriminatoires, une segmentation dans la population entre les capables et les incapables, et que ça introduit un certain nombre de représentations négatives, parce qu'à partir de ce moment-là, Yanis y a fait allusion à la fin de son exposé, la vulnérabilité et la dépendance sont assimilées à une charge, un fardeau, un poids pour les autres, et comme quelque chose qui limite, y compris l'autonomie des autres. Contre cette tradition, c'est mon deuxième point, un certain nombre d'auteurs répondent au slogan « tous autonomes », ils répondent « tous vulnérables ». C'est l'idée, je vais passer vite parce que Yanis en a dit beaucoup, en réalité, nous croyons, nous pensons autonomes ou indépendants, mais en réalité, c'est un mirage. Nous sommes fondamentalement interdépendants, nous sommes fondamentalement des êtres de désir et de besoin. Et donc tout l'enjeu moral, c'est de reconnaître cette dépendance fondamentale et de l'assumer. Un bon exemple, mais c'est de loin pas les seuls, un bon exemple de cela, ce sont les éthiques du Caire, dont a parlé Yanis, qui ont, et ça je veux y insister, je veux distinguer les deux. Il y a une double thèse. Il y a une première thèse descriptive, tous vulnérables, sans point d'exclamation. Autrement dit, c'est l'idée que la dépendance, la vulnérabilité ne sont pas des états transitoires, ne sont pas des attributs accidentels liés à certaines périodes de la vie ou à certains moments de l'existence. C'est l'idée que la vulnérabilité, c'est un invariant anthropologique, une modalité irréductible de notre rapport au monde, un élément central, fondamental de toute existence humaine. Si il arrive à certains, ou s'il nous arrive à nous à certains moments de croire que nous ne sommes pas vulnérables ou que nous ne sommes pas dépendants des autres, c'est simplement parce que nous sommes aveugles à notre vulnérabilité ou à notre dépendance ou parce que nous préférons l'ignorer. Donc ça, c'est la première thèse de l'éthique du Caire, c'est de dire nous sommes fondamentalement des êtres vulnérables, des êtres de besoin, des êtres relationnels, interdépendants. Et du coup, ça découle sur une deuxième thèse qui, cette fois, est normative ou prescriptive. C'est tous vulnérables avec un point d'exclamation. C'est l'idée que la vulnérabilité entendue, cette fois comme sensibilité à la souffrance d'autrui, a une positivité. Que la vulnérabilité, loin d'être un manque, ça peut être, d'un point de vue moral, une vertu. Que ce n'est pas simplement une disposition féminine qui devrait être confinée à la sphère domestique, mais qu'il faut l'étendre à toute la société. Vous voyez en quel sens ce n'est pas simplement l'importance de la vulnérabilité, c'est vraiment un slogan « tous vulnérables », point d'exclamation. En ce sens-là, c'est l'idée que l'archétype du rapport moral à autrui, du rapport à autrui, il devrait s'inspirer du rapport de la mère à l'enfant. Que nous ne sommes pas des êtres moraux en respectant des règles abstraites, mais que nous sommes des êtres moraux ou vertueux en faisant preuve d'attention, de soin, de sollicitude, de souci, comme la mère vis-à-vis de son enfant, comme l'aide-soignante ou l'auxiliaire de vie vis-à-vis de la personne qu'on dit dépendante ou vulnérable. Autrement dit, il faudrait développer en nous cette manière de percevoir le monde et les autres
avec l'idée que nous avons une responsabilité à leur égard, une manière d'être préoccupés par eux, et une manière de le faire concrètement. Autrement dit, il y a dans ce slogan, tous vulnérables aussi, l'idée que ce qu'on considère comme les petites tâches, les savoir-faire discrets, ce qu'on appelle dans les établissements hospitaliers les soins de nursing, par exemple, qu'on traite parfois avec condescendance en les opposant à des soins techniques d'une grande scientificité, que ces soins-là, ces petites choses, sont extrêmement importantes, voire sont au centre de la moralité, et en tout cas d'une moralité fondée sur la vulnérabilité. Il n'y a pas que les éthiques du Caire qu'on peut citer à cet endroit-là, c'est important d'en avoir conscience. Je pense qu'il y a une partie de la philosophie de Rousseau qu'on pourrait entendre comme ça, tous les textes sur la pitié notamment. Et dans les travaux de Corinne Pelluchon, vous trouvez ça aussi, elle le dit très nettement, elle, en disant qu'il faut substituer une éthique de la vulnérabilité au moral de l'autonomie. Donc là, on romprait complètement avec la première tradition que je vous ai présentée, les Lumières, Kant, Stuart Mill, etc. Et on partirait sur une toute autre logique où ce n'est plus l'autonomie qui guide la vie morale, mais aussi la vulnérabilité au double sens que je viens d'indiquer. Donc l'idée, c'est que la vulnérabilité, dans ce sens-là, il ne faut pas vouloir la dépasser, la supprimer ou la compenser. Ce qu'il faut, c'est la reconnaître et la rendre visible et vivable. D'un point de vue politique, ça n'a pas du tout les mêmes implications. La théorie de l'État qui se loge derrière ce genre d'éthique de la vulnérabilité, c'est une théorie de l'État beaucoup moins libérale que dans les théories autonomistes. Oui ? Dans ce sens-là, il y a eu un soin, qu'on pourrait presque dire une nécessité pour l'État ou pour les institutions publiques, de se soucier des citoyens. C'est un souci de l'autre qui est à la fois entre les individus, mais qu'on peut aussi transposer au plan politique. Donc c'est un État qui a un rôle beaucoup plus important que dans beaucoup de traditions qu'on appellerait autonomistes. Cette éthique de la vulnérabilité, ou ce slogan « tous vulnérables », il a un grand avantage, à mon avis, c'est de nous rendre sensibles, et Yanis l'a fait, donc je n'y reviens pas, au fait que la dépendance, l'interdépendance, la vulnérabilité, elle n'est pas l'apanage que de quelques-uns. D'une certaine façon, elle nous concerne tous, et ça a une fonction sociale importante, notamment la valorisation, la revalorisation de ce qu'on appelle les métiers ou les fonctions du care, qui sont très peu valorisés, à la fois symboliquement et financièrement, alors que ces métiers du travail social, du nursing, du soin aux enfants, de l'aide aux personnes âgées, c'est un rôle extrêmement important dans une société. On fait comme si c'était un rôle subalterne secondaire, alors qu'en réalité, il n'y aurait difficilement de vie sociale possible sans cela. Je vois deux principales limites à cette position. La première, c'est que, en disant que tout le monde est vulnérable, ça empêche quand même de voir qu'il y a des formes ou des degrés de vulnérabilité et qu'on n'est quand même pas tous égaux d'un point de vue descriptif de ce point de vue. Je vous cite à cet effet un extrait d'un rapport de la Cour de cassation qui a été rédigé par le professeur Xavier Lagarde en 2009. La citation est un peu longue, mais elle est très simple. Vous allez voir très exactement où il veut en venir. Donc, dans ce rapport, Xavier Lagarde analyse l'ensemble des arrêts de la Cour de cassation de l'année passée et il est allé regarder toutes les fois où, dans les questions juridiques portées à la Cour de cassation, la notion de vulnérabilité a été mise en avant. Je cite le rapport. « Tout un chacun est en permanence exposé à quelques risques. Tous nous supportons des zones de vulnérabilité. Mais afin que la notion soit exploitable,
il faut au minimum restreindre le champ des mots dont la crainte irrigue le thème de la vulnérabilité. Il faut à tout le moins s'en tenir à des risques d'une particulière gravité. Pour le juriste, la vulnérabilité n'est pas le trait commun de l'humanité. L'admission sans nuance d'une conception réelle de la vulnérabilité conduirait à identifier celle-ci en toute occurrence. Dans la multiplicité de leurs relations, les individus sont rarement dans un rapport de parfaite égalité. On est toujours le faible de quelqu'un, de sorte qu'à systématiquement tenir compte ponctuellement des circonstances, on serait souvent tenu d'admettre une situation de vulnérabilité. Forte en extension, la notion deviendrait faible en compréhension. Autrement dit, si on étend le nombre de situations que la notion de vulnérabilité recouvre, au point de dire que nous sommes tous vulnérables, et de lui donner un sens extrêmement général, par exemple en l'assimilant à l'interdépendance, on rencontre un certain nombre de problèmes, c'est que la notion ne permet plus de discriminer ou de différencier des situations qui sont pourtant, ou dont on pressent pourtant qu'elles sont différentes réellement, et on se retrouve avec une notion qui est extrêmement générale, mais qui n'est plus opératoire ou exploitable, qui ne permet plus de faire des différences. Donc si je me résume, vous avez, et c'est un peu le grand courant philosophique, rationnel et libéral de la grande tradition philosophique qui dit « tous autonomes ». Vous avez un courant relativement récent, mais dont on pourrait trouver une histoire beaucoup plus ancienne, qui affirme au contraire « tous vulnérables ». À l'heure actuelle, on voit émerger des positions qui essayent de concilier les deux et qui affirment tous autonomes et tous vulnérables. C'est à l'examen de ces conceptions-là que je voudrais consacrer le troisième temps de mon exposé. Je vous ai dit que quand on affirme le slogan « tous autonomes », on est attaché à l'idée de liberté, à l'idée d'indépendance, de souveraineté, de maîtrise, et il y a derrière l'idée de rationalité. À l'inverse, quand on affirme tous vulnérables, on réaffirme un intérêt de l'affectivité, des émotions, du sentir, du sentiment. Un certain nombre d'auteurs, à l'heure actuelle, essayent conscients des limites des deux positions précédentes, essayent de faire une espèce de synthèse entre les deux. Vous trouvez des choses comme ça chez plusieurs auteurs, notamment chez une philosophe américaine qui s'appelle Martha Nussbaum, qui est un peu dans la tradition de John Rawls, donc qui est très proche d'une certaine façon de la tradition rationaliste, autonomiste, et qui en même temps est très sensible aux arguments féministes, d'égalité, égalitaire, et aux éthiques du Caire. Et donc elle essaye de trouver un moyen de tenir compte à la fois de notre autonomie et à la fois de notre vulnérabilité. L'idée que nous autres, agents moraux et politiques, nous sommes à la fois autonomes et vulnérables. La grande notion qu'elle utilise pour cela, c'est une notion qu'elle emprunte à l'économiste Amartya Sen, qui est la notion de capacité. Pour résumer, pour le faire très vite, parce que je ne veux pas m'arrêter là-dessus, en gros, John Rawls lui-même, c'est des critiques qu'on lui a faites, mais il le reconnaît que sa théorie de la justice, elle vaut pour des êtres qui sont qui ont des capacités à peu près égales, qui sont dans des situations et qui ont des capacités à peu près égales. Et le reproche d'Amartya Sen est repris par Martha Nussbaum. Pour le résumer, c'est de dire que si vous raisonnez comme ça, vous ne tenez pas compte des inégalités réelles. Or, il y a des inégalités réelles. Une vraie théorie de la justice, elle tiendra compte de ces inégalités, et donc un projet politique véritablement juste, il tient compte de ces vulnérabilités pour rendre autonome, et donc il s'agit de créer les conditions pour que tout un chacun, quels que soient ses talents de départ, quelle que soit sa situation économique, puisse être capable concrètement d'autonomie et qu'on ne lui confère pas simplement un droit abstrait
à exercer un certain nombre de droits ou un certain nombre de pouvoirs. J'ai vu qu'Éric Fiat était arrivé. Il me semble qu'Éric Fiat, mais ça ce sera à lui de le dire et à vous d'en décider, mais il me semble que dans ses travaux où il nous dit que le respect tout seul ne suffit pas, que l'amour tout seul ne suffit pas, qu'il faut tempérer le respect par l'amour et l'amour par le respect, il me semble que c'est aussi une tentative qui se situe sur un autre plan que celui de Martha Nussbaum, mais qui est une autre tentative du point de vue des vertus qu'on doit développer pour concilier ces deux traditions qui répondent à des intuitions communes et auxquelles on est attaché, mais pour leur donner une cohérence et d'une certaine façon pour essayer de dépasser un certain nombre d'apories liées à la radicalité de ces deux approches. Ce qui m'intéresse, c'est que dans ce cas-là, quand on essaie de concilier les deux, qu'on dit qu'il n'y a pas à choisir entre autonomie et vulnérabilité, ni d'un point de vue descriptif, ni d'un point de vue normatif, la vulnérabilité n'est plus à ce moment-là que le contraire de l'autonomie. C'est ça qui me semble important, c'est qu'à ce moment-là, on essaye d'établir un rapport dialectique entre les deux, notamment en montrant, ça peut être une autre manière de dépasser la contradiction, de dire que dans la relation de dépendance, elle n'est pas nécessairement contradictoire avec le fait de conquérir une autonomie, mais qu'elle peut être la condition d'une autonomie, par exemple dans l'enfance, etc. Bon. Je trouve ces tentatives de réconcilier les deux notions, les deux intuitions, les deux souhaits, ou les deux types de revendications, ou les deux types de philosophie morale, je trouve que ça a un certain nombre de résultats très importants. Le premier, c'est, souvenez-vous de les êtres capables d'autonomie doivent être traités comme des agents autonomes. Les personnes dont l'autonomie est réduite doivent être protégées. Le premier résultat important, c'est de nous dire les choses ne sont pas blanches ou noires. Il n'y a pas de dichotomie. Et donc ça c'est d'un point de vue factuel, nous sommes tous tissés d'autonomie et de vulnérabilité. Nous ne sommes jamais, il y a toujours un domaine où on est un peu plus autonome, où on a un peu plus de maîtrise, où on a plus de capacités que d'autres. Il y a des moments de l'existence où on se sent plus ou moins autonome. On peut vouloir reconquérir son autonomie en divorçant et se retrouver dans une situation matérielle tellement difficile qu'on a en réalité aussi perdu une grande partie de son autonomie ou de son pouvoir d'agir. Donc, ça rejoint une intuition très importante d'un point de vue descriptif, tous autonomes, tous vulnérables, c'est qu'il n'y a pas de blanc et de noir, mais il y a une série de gris et de gris différenciés. D'un point de vue normatif, c'est très important aussi, ça nous dit que l'alternative, il y a des gens qui doivent être respectés et des gens qui doivent être protégés, c'est une fausse alternative. Ça nous dit que l'alternative entre liberté et sécurité, c'est une fausse alternative. Ça nous dit, mais il y a une manière très simple de le montrer, ça nous dit qu'il faut, vis-à-vis des gens vulnérables, il faut les protéger sans diminuer. Je reprends cette expression à Thierry Fossier, qui est un des artisans de la réforme des tutelles de 2007. Vis-à-vis des personnes vulnérables, il faut protéger sans diminuer. Et j'ajoute, vis-à-vis des personnes autonomes, avec des guillemets, l'enjeu est de les respecter sans les négliger. Autrement dit, il n'y a pas un moment où on bascule du respect vers la protection. Il devrait y avoir dans les différentes situations à la fois du respect et de la protection. Ça se voit très bien dans la dernière réforme des tutelles. Je prends cet exemple-là, mais on pourrait en prendre d'autres. Vous savez que quand quelqu'un n'est plus capable de prendre les décisions qui le concernent ou quand quelqu'un n'est plus capable de subvenir à ses besoins, il peut arriver qu'on décide de mettre en place une mesure de protection juridique.
Le droit, il affirme très clairement tous autonomes, tous vulnérables. Parce que même s'il reconnaît qu'il y a des personnes qui méritent une protection, il y a une gradation de ces mesures, il y a une gradation de l'incapacité juridique. Vous pouvez avoir une sauvegarde de justice, qui est un régime très léger, une curatelle renforcée, qui sont des régimes d'assistance. Et si les besoins de protection sont plus importants, vous pouvez avoir une tutelle. Mais même si vous avez une tutelle, on peut décider de vous conserver votre droit de vote. Autrement dit, même quand vous êtes sous le régime de protection le plus important, même quand du point de vue du droit, vous avez la vulnérabilité jugée la plus importante, on peut néanmoins considérer qu'il y a un certain nombre de choses que vous pouvez continuer à faire. On peut décider de vous laisser votre droit de vote. Et le droit, maintenant, a introduit la notion d'autonomie dans la loi de 2007, et il est demandé au tuteur d'essayer de recueillir, d'informer la personne de toutes les décisions, mais d'essayer le plus possible de continuer à la laisser prendre seule les décisions qu'elle est capable de prendre. C'est ça, protéger sans diminuer. Ce n'est pas parce que une personne est reconnue comme vulnérable, comme ayant un besoin de protection, qu'on bascule d'une logique de l'autonomie à une logique de la protection et qu'on raisonne uniquement d'après ce qu'on pense être son meilleur intérêt. On continue de prendre en compte ce qu'on sait d'elle, de son caractère, de son mode de vie, de ses préférences, de ses choix, en essayant de ne pas lui imposer le genre de vie que nous, on considère comme le meilleur ou la norme de vie qui est la nôtre. Et donc vous voyez bien là, d'un point de vue prescriptif, pourquoi tous autonomes, tous vulnérables est intéressant. Le seul problème, me semble-t-il, c'est que quand on dit tous autonomes, tous vulnérables, quand on concilie les choses de cette façon, il me semble qu'on s'empêche de répondre aux questions qui se posent ici précisément. En particulier parce qu'on ne distingue pas du tout différentes formes d'autonomie et différentes formes de vulnérabilité. Si vous êtes déficient visuel comme moi, si vous êtes en fauteuil roulant, vous avez une autonomie fonctionnelle qui est réduite. Les philosophes ne parlent quasiment jamais de cette autonomie fonctionnelle. Vous avez une autonomie fonctionnelle qui est réduite, qui peut être compensée par un certain nombre de prothèses, mais qui peut causer un certain nombre de restrictions de participation sociale. Elle peut vous empêcher de faire certaines choses. Par exemple, si vous êtes en fauteuil roulant et que l'accès à un certain nombre de bâtiments n'est pas adapté. Donc à ce moment-là, ça c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que l'autonomie et la vulnérabilité, elles sont certes liées à un certain état de l'individu, mais elles sont aussi extrêmement liées à une relation entre l'individu et son environnement. Et moi, je préférerais, plutôt que de parler, j'adore autonomie relationnelle, mais il faut aller peut-être encore plus loin. L'autonomie et la vulnérabilité, c'est beaucoup moins des états de l'individu qu'une relation entre un individu et un environnement. La question, c'est moins de savoir quel individu est intrinsèquement, objectivement ou essentiellement autonome et vulnérable. C'est une question qui se pose, mais la question est aussi de savoir comment, étant donné ses limitations fonctionnelles, par exemple, il a des troubles de la mémoire, par exemple, il a des difficultés à comprendre des notions abstraites, par exemple, il a des difficultés à s'exprimer, comment je peux compenser ces difficultés en essayant de faire en sorte qu'il puisse malgré tout prendre la décision qui est à prendre et qui est importante pour lui. Cette question, ce premier sens, alors j'ai parlé des déficiences, etc. Je pense que ce sens de l'autonomie fonctionnelle, on a besoin de s'y intéresser philosophiquement parlant. Il y a des débats dans le monde gériatrique actuellement autour d'une part de la notion de fragilité repérée dans la population âgée des personnes qui ont un risque accru de devenir dépendants dans les mois ou dans les années à venir. Ce concept gériatrique de fragilité, il faut le travailler, il faut le critiquer, il faut l'expliciter. De la même façon, il y a des débats considérables actuellement sur les outils par lesquels on évalue les capacités fonctionnelles. Personne n'aime la grille Agir, pourtant tout le monde l'utilise. Ça sert à définir des besoins, ça sert à compenser, à obtenir des prestations. En termes de droit, c'est quand même pas négligeable. Mais il y en a d'autres, il y a des débats considérables, ce sont des débats un peu épistémologiques sur
des bons outils d'évaluation de l'autonomie fonctionnelle. Les philosophes ont tendance à mépriser ces questions. Je crois que c'est extrêmement important d'être très précis là-dessus parce qu'il y a des enjeux extrêmement importants derrière. Après, évidemment, il y a la question de l'autonomie morale. Et là-dessus, on a à peu près tout à faire. Il y a un très beau livre de Marlène Jouan et Sandra Logier qui s'appelle « Repenser l'autonomie ». Ça commence à peu près comme une table rase. Et elles écrivent à peu près, on ne sait plus du tout ce que c'est, on ne sait plus du tout la définir. La notion kantienne d'un être rationnel, plus personne n'y croit. Et pourtant, on reste attaché à cette idée de liberté et d'autonomie, mais il faut tout reconstruire et savoir ce que c'est qu'être autonome. C'est pas, moralement parlant, c'est pas évident. Et puis, il y a toute la question de l'autonomie sociale, politique, juridique, sur laquelle je ne reviens pas. Je pense que, du coup, et c'est ma conclusion, que les solutions du type tous autonomes, tous vulnérables, les solutions philosophiques du type tous autonomes, tous vulnérables, intègrent deux types d'intuitions autonomistes et vulnérabilistes importantes. Elles répondent bien à nos intuitions communes, elles répondent bien à un état du droit et de la société, elles répondent bien à un état des interrogations politiques, mais c'est beaucoup plus la formulation d'un problème qu'une réponse aux questions qui sont devant nous. Les questions qui sont devant nous, c'est comment on articule, par exemple, le fait de mettre en place une mesure de protection juridique avec la constatation de certaines limitations d'autonomie fonctionnelle. Mais c'est des questions très pratiques. Mon préféré, et je finis sur cet exemple, c'est la conduite automobile. Il y a un débat actuellement, c'est un débat qui est récurrent dans la société française. Il y a un village qui essaye de faire retirer le permis de conduire à un habitant âgé qui a visiblement causé un certain nombre d'accidents. Donc la proposition législative avait été faite d'exiger, ça se fait dans certains pays, je crois que ça se fait en Chine, d'exiger que les personnes repassent le permis de conduire à partir d'un certain âge. Ça avait déjà été proposé aux législateurs français qui avaient considéré que c'était une mesure discriminatoire. Là, on est en plein dans l'autonomie. Donc, c'est comment fait-on, et en cabinet médical, évaluer si quelqu'un, par exemple, qui commence à avoir des troubles cognitifs est encore capable de conduire, c'est extrêmement difficile. Et vous voyez que l'enjeu, il est tout à fait réel et tout à fait concret, et on le voit très précisément. Et à l'inverse, là, dans cette situation, mais l'autre, vous avez une personne qui a des troubles cognitifs, il est à peu près manifeste qu'elle ne peut plus conduire, on lui retire le permis de conduire. C'est arrivé à une personne malade en Écosse qui m'en a parlé, qui était scandalisée. Ça lui arrivait le jour de Noël, elle ne s'y attendait pas, c'était très important pour son autonomie concrète. Elle me dit, mais pourquoi est-ce qu'on me retire mon permis de conduire en entier? Pourquoi est-ce qu'on ne me permet pas de continuer à rouler sur les routes que je connais dans un périmètre réduit, 2 jours, avec quelqu'un à côté de moi? Et donc là, on n'est plus non plus dans une autonomie tout blanc, tout noir, dans une restriction de droit tout blanc, tout noir. Et on sait que les jeunes de 18 à 25 ans sont beaucoup plus dangereux au volant que les personnes âgées de plus de 75 ans. Bon. Comment on fait pour que ces règles, ce n'est pas simplement des éléments objectifs, il faut aussi que cette règle, elle soit juste, qu'elle soit équitable, qu'elle ne soit pas discriminatoire. Donc vous voyez tout le chantier qu'on a devant nous, qui à mon sens peut se formuler de la manière suivante. On a 3 sens d'autonomie, l'autonomie fonctionnelle, ce qu'on est capable de faire physiquement et psychiquement, aussi les décisions qu'on est capable de prendre. Une autonomie morale, notre capacité à vivre le genre de vie qu'on souhaite. Et une autonomie sociopolitique qui dépendent de nos moyens financiers, qui dépendent de notre statut juridique, qui dépendent du système légal dans lequel on vit. On est à peu près au clair, pas tout à fait, mais à peu près sur les définitions de ces 3 autonomies différentes. On n'est pas tout à fait au clair en réalité, mais toute la difficulté qui est devant nous, c'est de les articuler. Est-ce que quelqu'un qui n'est plus capable de décision, par exemple une personne avec des troubles cognitifs, elle n'est plus capable de prendre des décisions, est-ce que ça signifie qu'elle n'est plus capable d'autonomie? Je ne suis pas sûr du tout.
il se peut très bien qu'elle continue d'avoir des choses qui lui tiennent à cœur et qu'avec l'aide d'autrui, elle puisse continuer de vivre conformément au moins à certaines de ses valeurs. Elle n'a peut-être plus un système de valeurs cohérent, mais elle a sans doute, très certainement, pendant un certain temps, des choses auxquelles elle est attachée, qui ne font plus système, mais des choses qui comptent pour elle, auxquelles elle tient, et qui, d'une certaine façon, font d'elle un être capable d'autonomie, à condition d'avoir autour d'elle des proches, des professionnels qui ont le souci, certes de la protéger, certes de l'accompagner, mais qui ont aussi le souci d'essayer peut-être de la respecter, ou en tout cas de faire en sorte que, malgré la vulnérabilité qui est la sienne, elle puisse rester capable d'autonomie. Je vous remercie.